Bonjour et bienvenue à Numérique, l'émission du numérique à Québec. Et nous sommes justement dans la capitale à l'occasion du WAC. Je suis Marie-Hélène Raymond. Et moi, Volodya Lepron, et nous sommes vos hôtes pour cette émission. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Volodya, et c'est notre dernière émission aujourd'hui. Contente de ton expérience? Totalement, Oui. des étoiles plein les yeux et surtout ravi d'avoir fait une collaboration avec toi. Moi aussi, j'ai été très contente de partager cette émission avec toi. Est-ce que tu ramènes des expressions québécoises à la maison? Je ne sais pas encore, mais j'imagine bien qu'on va se jaser tantôt. Jaser tantôt, ça t'a marqué ça? Aujourd'hui à l'émission, on parle de médias sociaux, de relations internationales et également d'un jeu vidéo socio-financé. Et on aura également Rachel Calmar, une des conférencières internationales du web à Québec, qui nous parlera d'objets connectés et notamment de bijoux connectés. Ouais, et le WAC qui tire à sa fin déjà. Donc, c'est notre dernière capsule qu'on vous présente aujourd'hui sur les coulisses de cet événement international, les communications et les relations internationales, justement. Le comité des communications, c'est un assez grand comité. Actuellement, on est 9 si je ne me trompe pas. Donc c'est une belle équipe. C'est une équipe de gens qui sont complémentaires et passionnés, c'est super. Et ce qui est marrant aussi également, c'est que l'équipe est composée à moitié de Français. On est 4 Français. Je suis également français, ça fait 5 ans que je suis ici. Nous, on mise énormément sur le web at large. On utilise bien sûr des moyens plus traditionnels, notamment avec des communiqués de presse. Mais moi, de par ma passion et de par mon métier, je suis un passionné de marketing de contenu. Donc on a créé énormément de contenu. On a fait des entrevues avec des conférenciers, des entrevues avec des bénévoles. On a fait des sélections des top 5 en gros de conférences. Bref, on a utilisé beaucoup en fait ce marketing de contenu-là pour toucher la qualité de l'événement à nos cibles. C'est pas vraiment un terme très joli, mais c'est ça parce que nous, dans notre domaine, on parle de cibles. Et ça a été un beau succès dans la mesure où c'est venu apporter une certaine notoriété à l'événement qu'il avait déjà acquis par le passé, mais c'est venu la développer. Et on a dépassé nos objectifs puisqu'on attendait 600 participants, on s'est retrouvé avec un petit peu plus de 800 participants. Les délégations cette année, grâce à notre super démarchage justement, on a scrappé des listes de chambres de commerce. Donc on a envoyé un courriel à toutes les chambres de commerce en France, donc chambres de commerce, métropole, puis sur tout ce qui était dom-tom aussi les îles. Donc là ils viennent, je crois, il y en a qui viennent de Guadeloupe, ils viennent de Bordeaux, Nantes, Champagne-Picardie, Rennes, Nantes, donc c'est quand même c'est pas mal large aussi cette année. Ça c'est vraiment le bon coup qu'on a fait là, justement faire venir des Français finalement qui sont comme pas juste en métropole mais d'ailleurs aussi, ça c'est vraiment le fun aussi. Pendant le WAC, on est des paires de bras, c'est sûr, puisque ça bouge beaucoup, comme tu as pu le voir. On aide vraiment dans les tâches de communication, c'est sûr. Donc il y a beaucoup d'actions qui se passent sur les réseaux sociaux. L'événement en tant que tel est assez particulier, puisque tu peux le vivre, on va dire, dans le monde physique, comme on est en train de le faire là. Mais tu as une autre partie, une autre couche de l'événement qui se situe donc notamment sur les médias sociaux, avec Twitter ou Instagram, où là tu as vraiment une relation vraiment beaucoup plus intime, que ce soit avec les conférenciers, les partenaires ou les autres participants, et avec qui tu peux échanger en fait sur les thématiques des conférences. Et c'est vraiment l'envers entre guillemets du décor, donc on est beaucoup là pour alimenter ces discussions-là, les faire évoluer et progresser. Et ensuite on distribue des lunchs, on porte des bouteilles d'eau, on enlève les cafés, on est des bénévoles tout simplement. Et des fois on se repose un petit peu. Sans les bénévoles, je pense qu'on ne s'était pas rendu là où on est actuellement vraiment. Le WAC c'est un événement qui est rendu à sa 5e année, ça a été monté par des bénévoles, ça a évolué grâce à des bénévoles. Et ça va continuer, j'espère, comme ça longtemps, parce que peu d'événements peuvent se targuer d'avoir une communauté de bénévoles aussi engagée et liée à leur événement. Vraiment, les gens qui s'impliquent pour le WAC ont limite le WAC tatoué sur le cœur. Ça sonne cliché, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Depuis quelques années, la communauté numérique de Québec met beaucoup d'efforts dans ses relations internationales, entre autres avec la France. Pour en parler en studio, Volodya reçoit Sébastien Tanguay de Québec International et Elliot Jacquin, qui est cofondateur et associé de 10h11 à Bordeaux et directeur général de 4h11 ici à Québec. Bonjour Elliot, bonjour Sébastien. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Sébastien, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est aujourd'hui le Québec International? Oui, absolument. Québec International, c'est l'agence de développement économique de la région de Québec.
Notre mission, en quelques mots, c'est la création de richesses ici dans la grande région de Québec, mais ça se décline en plusieurs mandats. Ça va de l'attraction d'investissements, de quelle façon on peut aider les filiales ou les startups étrangères à venir s'installer dans la région de Québec, attraction de talent, comment on peut aussi fournir les besoins de main-d'œuvre des entreprises ici à Québec à travers des missions de recrutement à l'international. Mais aussi, c'est d'accompagner nos entreprises locales pour qu'elles puissent démarrer et grandir ici. Autant dans le domaine des technologies, je suis en entrepreneuriat technologique, donc moi, c'est plus les startups technologiques qu'on accompagne, mais tous les types d'entreprises, principalement dans les grands secteurs de force ici, la région de Québec. Alors, Québec International a pour mission de remplir l'ensemble de ces mandats-là ici. Vous parliez justement de partir pour des missions de recrutement, ces délégations-là. Comment ça se matérialise et quel est le but? Il y a le recrutement, est-ce qu'il y a d'autres objectifs aussi derrière ces délégations, pardon? Oui, absolument. En fait, tout part du fait que pour aider nos entreprises à grandir, c'est bien de les aider à démarrer ici, de structurer les projets d'affaires, mais après, il faut commercialiser. Et pour ce faire, les missions commerciales sont des outils très importants afin d'aider nos entreprises à aller conquérir les marchés à l'extérieur. Plusieurs exemples, on fait plusieurs missions, par exemple, sur les États-Unis, la Silicon Valley, Boston, New York. On part avec des délégations d'entreprises, parfois avec notre maire aussi qui nous accompagne. Et puis, on a des agendas de rencontres bien remplis et nos entrepreneurs vont développer les marchés d'affaires. La même chose, évidemment, sur l'Europe, sur la France. Plusieurs missions ont été faites et se font encore sur ces territoires-là. Mais le but, c'est vraiment d'aider les entreprises à aller conquérir ces marchés-là en se faisant connaître et en ayant accès à des réseaux qu'ils n'auraient pas accès si ce n'étaient ces missions-là. Et vous, Elliot, c'est l'inverse. Oui. Un Français, mais à Québec. Vous avez participé à ces délégations-là et surtout, est-ce que vous avez créé en fait la filiale de 10h11 à Québec? Oui, exactement. Nous, ça a commencé en fait lors d'une mission commerciale comme ça. Donc, on venait de Bordeaux et on voulait découvrir un petit peu ce qui se faisait à Québec. Donc, on a assisté au Web à Québec. On a rencontré beaucoup d'entreprises, de gens d'affaires aussi. Et Québec International qui après a pu nous accompagner dans nos démarches pour aller à l'export et venir créer la société à Québec. Donc aujourd'hui, ça fait combien de temps? Ça fait 1 an et demi moi que je suis installé maintenant à Québec. Ça faisait 4 ans qu'on était à Bordeaux, donc une jeune start-up. On est un petit peu dans ce profil-là d'entreprise numérique, de petites entreprises sur des secteurs de niche. Et notre objectif, c'était d'aller voir ce qui se faisait un petit peu ailleurs et de voir s'il y avait des opportunités d'affaires aussi et de partenariat. Donc les relations internationales entre le Québec et le monde grandissent, contribuent, s'enrichissent. Une vision dans 10 ans, dans 20 ans? En fait, c'est de poursuivre cette croissance-là. Je donnais un exemple, on parlait du recrutement. En 5 ans, c'est près de 1000 travailleurs étrangers, principalement européens, français, qui sont venus s'installer ici à Québec. J'avoue que j'ai un peu envie aussi, moi aussi. Alors, et puis, on veut continuer dans cette voie-là. On veut continuer à attirer des entreprises intéressantes à venir s'installer ou à venir tester le marché nord-américain, mais en passant par Québec. Mais aussi nos entreprises, on veut les voir croître et atteindre le marché international grâce à ce qu'on fait. Oui. Et vous, Elliot, le marché nord-américain, le Québec? C'est une grande découverte déjà aussi. Je crois que le plus important pour nous, ça a été d'être accompagné lorsqu'on vient dans un marché étranger parce qu'on partage la même langue, mais après, les cultures d'affaires sont vraiment différentes. Et je pense que de par le maillage territorial aussi qui est fait ici, lorsqu'on arrive, on ne se sent pas tout seul, on se sent accompagné, aidé à la fois professionnellement et personnellement dans son installation. Et je pense que c'est ça qui fait que sans doute quand on se reparlera dans 10 ans, on sera encore là et on aura développé l'entreprise. Je l'espère pour vous en tout cas. Merci. Merci beaucoup messieurs. Vous l'avez compris, il y a des dispositifs pour faire grandir le Québec et le faire de manière plus internationale. Merci beaucoup. Ce que j'aime dans le numérique, c'est la créativité qui est derrière ça, en ce sens que tout est à faire et c'est pas un domaine connu. Je suis fier de la communauté à Québec. Honnêtement, c'est une des plus belles communautés, en ce sens que c'est une communauté qui se rallient ensemble pour essayer de comprendre que son marché ou sa compétition n'est pas juste le marché de Québec, c'est la compétition internationale. Le numérique a amené les entreprises à être de plus en plus mondiales, à être de plus en plus en compétition contre un marché qui n'est plus juste l'entreprise qui est une rue plus loin, qui est vraiment des entreprises autant au niveau de la Chine, des Américains. Fait que bref, ça leur ouvre énormément de marchés.
Bien, on a été super fiers cette année, encore une fois, de participer au Web à Québec. On était un partenaire majeur et également, c'est nous autres qui avons créé le site Internet du Web à Québec. Mais plus que ça, selon moi, au The Web, on se donne toujours la mission d'être d'être innovateur dans chacun des projets qu'on va faire. Donc, pour nous, d'amener ce côté innovation-là, c'est en même temps, quand on a des bons cas qui sont vus à l'international, bien, en même temps, c'est la ville, c'est la région qui en bénéficie parce que les gens voient justement qu'on a des super bons créatifs et des super bons technologues ici dans la région. Dans les choses qui me surprennent du numérique à Québec, je vous dirais premièrement, c'est l'incubateur. Tout ce qui se passe au niveau de la ville avec l'incubateur qui veulent faire des startups, que ce soit pas nécessairement techno, mais je pense que oui, c'est super important aussi. Ça va aider des petites technos, justement, des petites entreprises, des TPME qui partent des startups à grandir plus rapidement puis à être capable de se battre contre des marchés. On s'entend qu'il y a quand même des bonnes différences au niveau du financement, au niveau de la structure entrepreneuriale, par exemple la Californie puis le Québec. Fait que tout ce qui est en train de se passer, le buzz autour de l'entrepreneuriat au Québec est vraiment génial à ce niveau-là, puis j'en suis vraiment très fier. Nous avons parlé dans les émissions précédentes de la Ruche, cette plateforme de sociofinancement. Mais les sites de financement participatif, il en existe plus d'un, dont Kickstarter, le plus connu et certainement l'un des précurseurs du domaine. Et notre invité d'aujourd'hui a décidé de financer son projet de jeux vidéo sur cette plateforme. Marie-Hélène est en studio avec lui. Oui, je suis avec Alexandre Fizet, le PDG de Parabole. Allô? Bonjour. Qu'est-ce que c'est Parabole, en fait? Parabole, c'est une jeune entreprise qui se spécialise dans le développement de jeux vidéo. Et nous, on s'appelle Parabole parce qu'on fait des histoires courtes, des jeux de plus courte durée pour un public mature, pour des gens qui ont moins le temps de s'investir dans des grosses expériences de jeu. Okay. Est-ce que Kona, le jeu dont on parle aujourd'hui, il y a un lien? Oui, exactement. En fait, c'est un jeu aussi qui se passe dans le nord du Québec. Le nom de l'entreprise est francophone. On vise à faire nos jeux de base en français, ce qui est rare au Québec, malgré le nombre de travailleurs qu'il y a dans le domaine. Mais on a aussi en fait cette expérience courte, c'est 4 épisodes de 1 heure environ, donc ça peut se passer en une soirée pour monsieur, madame, tout le monde. C'est quelque chose de très accessible. Ça prenait ça, un truc accessible dans votre... Bien, moi, c'est mon idéologie parce que moi-même, j'ai arrêté de jouer du moment que je suis rentré au cégep. J'ai arrêté beaucoup les jeux vidéo parce que ça prenait beaucoup de mon temps. Les jeunes ont vraiment beaucoup de temps à investir là-dedans, mais plus tu vieillis, plus tu viens qu'à en manquer. Alors nous, on s'est dit, on va aller chercher ce public-là, qui sont des gamers. La moyenne d'âge de joueurs est de 32 ans. Okay. Donc, on va aller chercher ce public-là qui cherche des bonnes expériences assez profondes, mais de plus courte durée, puis moins cher aussi. Okay. Fait qu'on ne fait plus Zelda là, quand on a 32 ans. Il n'y a plus le temps pour ça. Non, c'est ça. Des missions incroyables. Des 80 heures par jeu, c'est plus ça, non. C'est bon. Vous êtes adapté, dans le fond, à vos publics et vous avez fait affaire avec une plateforme de sociofinancement pour réaliser ce jeu-là. Oui, c'est Kickstarter. En fait, on a lancé une campagne, c'était en août dernier. Et on a levé 44 000 $ sur cette plateforme-là grâce à 1300 personnes. Notre jeu a fait le tour de la planète, des gens en Norvège, un peu partout, en Finlande, en Australie. C'est vraiment trippant comme expérience. C'est beaucoup de travail et de planification, mais ça vaut vraiment le coup. Est-ce que ça aurait eu un rayonnement aussi grand si tu n'avais pas passé par Kickstarter, tu penses? En fait, le projet n'aurait jamais vu le jour. Pour vrai, à ce point-là? Quand même, parce qu'après, ça nous a servi de levier financier pour le Fonds des médias du Canada. Okay. Là, on est allé chercher 115 000 $ au Fonds des médias grâce à ce montant-là qui sert de mise de fonds, en fait. Donc, si tu avais à conseiller des gens qui font affaire avec des plateformes de sociofinancement, tu dirais quoi? Bien, en fait, moi, je leur dirais de ne pas trop viser haut. T'sais, on a souvent l'idée que notre projet va... Nous, on pensait au début mettre 75 000 parce que c'est la valeur réelle. Mais souvent, t'es mieux de te dire, je vais prendre ce que je suis capable, ça avec quoi je suis capable de travailler. Et à partir de là, même si tu gagnes un peu moins, tu fais ce que tu aimes, tu fais ce que tu veux. Donc, tu vises un peu moins, mais tu es sûr de ton coup. Puis après ça, bien, tu as plein d'opportunités qui se déploient parce que quand tu réussis une campagne de sociofinancement, il pleut des opportunités. Oui, les contacts et tout. Les contacts, juste l'effet de réussite, et on l'avait vraiment sous-estimé. En fait. Oh, wow! Puis ça veut dire que ça affecte vos prochains projets? Oui, effectivement. Là, on a aussi un nom là, plus instauré dans le jeu vidéo. On faisait des petits contrats pour des entreprises avant. Donc là, on fait vraiment 100% jeu vidéo, ce qu'on veut faire. L'entreprise se développe dans cette avenue-là. C'est quoi votre prochain jeu? En fait, le Kona est en 4 épisodes. On travaille sur le premier. Le premier, on incarne un détective privé dans le nord du Québec. Le deuxième épisode, on incarne une femme cri
qui est aussi dans le nord du Québec. Les deux histoires s'interrelient. C'est sûr, c'est beaucoup de travail d'un épisode à l'autre, mais chaque épisode propose une diversité assez grande pour tout le monde. C'est combien d'heures là, pour la recherche à peu près pour tout ça? Pour la recherche, c'est vraiment long. Le jeu, ça fait 1 an qu'on travaille dessus. Ouais. Il en reste encore pour environ 6 mois pour un épisode. Après ça, il va falloir à peu près 8 mois par épisode pour les prochains. Wow! D'ailleurs, on parle de temps, tout ça. Tu n'as pas beaucoup dormi. Je pense que tu participes au Pixel Challenge à l'occasion du le WAC. Pixel Challenge juste ici, c'est ça. J'ai dormi 2 heures cette nuit parce qu'on a 48 heures pour faire un jeu complet. Quand je dis qu'on en a pris 1 an, bien, on peut s'imaginer l'ampleur du travail très concentré. Mais c'est très trippant parce qu'on a plein d'idées qui viennent autour de nous, puis on se dit, bien, on va les essayer là parce que c'est la place, puis c'est un bon rush, puis après, bien, c'est fini. Oui. Puis tu as des contacts avec les gens aussi pour voir l'évolution des jeux d'un et l'autre, fait que ça doit être super stimulant. L'ambiance est vraiment cool. Tout le monde est dans le même bateau, donc on dort tous là. On est tous en train de faire un jeu en 48 heures. On voit ce que les autres sont capables de produire. On se remet en question sur nos méthodes de travail. Fait que c'est très gratifiant, c'est très le fun à faire. Ah ben super, ben bonne chance pour le challenge, beaucoup. puis bravo pour Kona. Merci beaucoup. Aujourd'hui en studio, Marie-Hélène accueille Rachel Calmar, une des conférencières internationales du web à Québec, data scientist et surtout connue pour ses bijoux connectés. Marie-Hélène? Merci Volodia. Rachel Calmar, wearable technology is hot and you're a living proof. What is it exactly? So wearable technology is, I guess, all of these things. I have some on my belt too. Yeah. I work in wearable tech. I was at Misfit Wearables for a couple years developing products there, and the goal of connected devices is to give us data about what we do and feedback, and also ultimately to integrate with the connected devices around us. What kind of data? So most of these are giving me data about my activity. So that's the class of device that's become really popular the last couple of years, is activity trackers, and also smartwatches are coming up, especially with the Apple Watch, and there are a variety of Android watches out there. And all of these things, the goal is to be able to give us more data about what we do, and also to give us the ability to interact with the part of our lives that's currently offline, or that's currently online, but not in the physical world. And so these devices are starting to build a bridge between our offline world and our online world. And what people do with their data, that company do too with that data? Sure. So there are, I think of these devices and the data in 3 categories. One category is where you can use this data to answer questions about yourself. Mm-hmm. And so there's a global movement called the Quantified Self, and this group of people uses data to learn things about themselves, to ask questions, to try to understand what is the relationship between my activity and my sleep, or if I'm not feeling well, why is that? And so if you have a question that requires data to help you answer it, these things will really help. And in that category too are things like behavior change. If you want to get yourself to establish better habits, to be more active, etc., all of these things will now give you the data side of that, which was pretty laborious to collect before. So that's kind of one category of things that people can do with data from wearable devices. The next category is less about using the data individually on a day-to-day basis, and more about building up a collection of data about yourself as an individual and about population, so that we can build better predictive models of behavior and of health and of disease. And so this is something that's not happening as much yet, but will be happening once we start having these large data sets. And then the third category is these things allow us to interact with our environment. So the Internet of Things is also really hot right now, which is just a word that describes all of these electronic devices are now becoming connected to the internet as well. Mm-hmm. Unfortunately, it's really hard to hack into our biology, and our brains don't run on Bluetooth. So in order to connect with the world around us, we can use these as a proxy. And so if I'm wearing these devices, then say my house can know whether I'm home or not,
or whether I've left a room and the lights can turn off. And so the three categories are kind of using data to give us insight about ourselves right now, using data to build predictive models for especially for health and disease, but also for behavior. And then the third category of wearables data is to interact with the environment. And you are wearing a lot of them right now. You own the world record? I have the world record for the number of devices worn continuously. So I'm wearing 20 or 30 devices. Oh, really? And I wear them every day. I've been doing this for a couple of years. Okay, so it's not only for the event right now, it's all, oh really? Yeah. How do you feel about that? Are you feeling hooked or? So I guess I'm used to them by now. People always ask me what I've learned about myself wearing all of these devices. And my goal for wearing these devices is less to study myself and more to study the data ecosystem. But the one thing that I have learned about myself by wearing all these devices is that I have a much higher tolerance for being able to wear devices than anybody else I've met. That might be true. Thank you so much for being here. Yeah, thanks. Have a nice day in Quebec. Le numérique, pour moi, c'est avant tout notre vie au quotidien. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons est numérique. Nous sommes entourés par le monde numérique. Du matin, lorsqu'on se lève avec notre smartphone qui sonne, notre téléphone intelligent, jusqu'au soir où évidemment on se couche en regardant notre dernière série Netflix, on est entouré par le numérique. C'est sûr que le numérique nous permet au quotidien d'inventer de nouvelles choses, d'améliorer la vie des gens avec la technologie. Les initiatives les plus intéressantes sont celles qui tournent autour de J'entreprends Québec et l'entrepreneuriat, qui sont des initiatives pour aider les jeunes entrepreneurs à acquérir des réseaux et des connaissances en gestion d'entreprise. Parce que la plupart de ces jeunes entrepreneurs sont des jeunes gens qui ont des idées brillantes, mais qui n'ont pas forcément les connaissances pour créer et gérer de grandes entreprises. Et à l'instar de Crack Media, nous étions au départ un projet de jeunes colocs et 9 ans plus tard, nous avons une centaine d'employés. La communauté numérique de Québec est une communauté avant tout extrêmement soudée et très créative. On a à Québec vraiment un bassin de gens très intelligents et très créatifs qui inventent au quotidien des nouvelles façons de voir le web. C'est une communauté très branchée qui est au courant des nouvelles tendances et qui partage énormément au sein de la communauté elle-même et à travers le monde. Donc c'est vraiment une communauté très dynamique. Appartenir à la communauté numérique du Québec, c'est avant tout une fierté, c'est la possibilité de faire rayonner la ville de Québec à l'international. C'est des gens extrêmement créatifs avec qui on peut échanger et apprendre de nouvelles choses au quotidien. Les médias sociaux font partie du quotidien de tous aujourd'hui, mais certains en font même leur gagne-pain. Volodia reçoit en studio Rémi Lachance pour en parler. Bonjour Rémi, vous êtes cofondateur et administrateur de Colloquium. Exact, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Colloquium? En fait, c'est un organisme à but non lucratif qui s'intéresse beaucoup à sensibiliser les gens, les organisations, les entreprises à différentes thématiques qui sont des enjeux en 2015 pour les organisations, notamment les médias sociaux et le numérique. Qui est notre sujet aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous pouvez présenter justement qu'est-ce que sont les médias sociaux et donner peut-être un exemple pour aiguiller les téléspectateurs? En fait, il existe plus de 300 plateformes sociales sur la planète. Il y en a probablement une nouvelle à l'heure qu'on se parle. Il y en a de très fortes, de très connues. La plus connue sur la planète est Facebook. Une très connue, mais un petit peu distinctive, qui est professionnelle, c'est LinkedIn. Beaucoup pour les nouveaux étudiants, les finissants, les entrepreneurs, les gestionnaires aussi en général. Pour créer son réseau? Oui, exactement. Qui remplace le Rolodex dans mon temps. Rolodex? Oui. Donc, évidemment, Google+, Twitter et des nouveaux venus aussi qu'on voit à Québec prendre une effervescence avec des clientèles peut-être plus jeunes, donc un public cible, soit Snapchat, Instagram aussi. Plus segmenté finalement. Oui, exactement. Oui. Et on a parlé de Facebook, c'est 1 milliard d'utilisateurs, je crois. Hein. On est quand même sur beaucoup d'utilisateurs. Est-ce que finalement tous les contenus qui sont partagés aujourd'hui par ceux-ci, c'est libre, c'est accessible? Comment est-ce qu'on peut se
priver d'éviter d'avoir des contenus qui partent un peu partout? Je pense à des photos. En fait, tout ce qu'on écrit sur les médias sociaux ou sur le web laisse une empreinte. Hein. Cette information-là peut être reprise, rediffusée, redistribuée, repartagée. Et ça a des impacts aussi. Ça peut avoir des impacts dépendamment de ce qu'on partage en termes de contenu, d'écriture, mais de photos aussi, d'images. Donc, il faut s'assurer que ce qu'on met sur ces différents réseaux-là, peut-être une deuxième pensée à avoir avant de cliquer sur partager, parce que... Sur la réputation en elle-même, Notamment, oui, parce que ça peut partir assez vite, assez viral, si l'information n'est pas nécessairement vraie ou positive. Donc, ça peut nuire à quelqu'un. Et chaque réseau social, chaque plateforme a leurs paramètres de confidentialité qu'il faut valider comment ils fonctionnent, parce qu'ils sont tous un petit peu différents, mais s'assurer qui va voir quel contenu à petite portée ou à plus grande portée, et puis valider aussi comment on peut détruire, s'il y a lieu, s'il y a besoin, un certain contenu qu'on va avoir publié. Facebook est beaucoup plus difficile à enrayer. Est-ce qu'on est propriétaire de ces données-là, en fait? Et c'est pas le cas de Facebook, il me semble. Facebook est propriétaire de toutes les données qui sont... Oui, il faut bien lire les politiques de confidentialité de chacune des plateformes. Puis il y a un élément à ce niveau-là qui est bien mentionné, bien expliqué, que le contenu qui est diffusé à travers ça peut être réutilisé. Donc, si on peut utiliser ce que vous y mettez, soyez sûr que vous voulez que ce soit là. Utilisé, vendu aussi, j'imagine? Possiblement. Mais dans les politiques de confidentialité, tout est décrit. Rapidement revues, je pense souvent annuellement. Il faut les relire, faire les remises à jour pour ces différents... J'imagine que c'est un peu aussi votre métier d'accompagner justement le grand public sur ces questions-là avec les entreprises, comme tu... C'est sûr qu'à travers Colloquium, c'est une de nos missions. C'est des outils que tout le monde se sert, citoyen. Et la seule tranche depuis 2 ans là, qui est en augmentation sur ces différents outils-là, c'est la clientèle de 50 ans et plus. Ma grand-mère y est arrivée aussi. Ben oui, tout le monde est là. Et ils ne veulent pas prendre 3 fois plus de temps que ça doit nécessairement prendre. Donc, les sensibiliser, se former, bien utiliser les différents paramètres, les différents volets de ces plateformes-là qui sont instructives, qui permettent de faire de la veille, de développer ses connaissances. C'est les nouveaux parvis d'église du passé. Hein. L'information se diffuse rapidement, on peut trouver toutes sortes de choses. Numérique, plus oral directement, mais numérique. Exactement. Ça rapproche les gens et ça améliore aussi différents types de productivité possibles. Mais encore, faut-il bien les utiliser, bien les connaître. Des rendez-vous justement pour pouvoir découvrir et apprendre un peu plus sur les réseaux sociaux? Bien, exactement. Colloquium, c'est sa mission. Chaque année, depuis 4 ans, se poursuit le printemps des médias sociaux. Colloque de 2 jours pour les débutants, les intermédiaires, les avancés. Et tout nouvellement, avec Québec numérique et CFRIO, cette année, on entreprend la tournée des médias sociaux à travers 7 villes du Québec pour aller, encore une fois, sensibiliser à l'utilisation, à la bonne utilisation de ces médias-là. Pour la collectivité, les retombées sont super positives, donc il faut les maîtriser davantage, en fait. Un site pour savoir quand est-ce que vous passez sur les événements, une URL pour retrouver tous ces rendez-vous. Colloquium.ca. Très bien. Eh bien, vous avez l'adresse. Si vous voulez vous informer plus sur les médias sociaux et sur les événements qui auront bientôt lieu, eh bien, n'hésitez pas. Jamais 203, pour cette dernière émission, on vous a encore une fois préparé une liste de faits intéressants, cette fois-ci sur les médias sociaux. Tout à fait, et de 2004 à 2013, Facebook s'est passé de 1 million à 1 milliard d'utilisateurs. Il y a plus de 8 internautes québécois sur 10 qui utilisent les médias sociaux. Le plus utilisé, c'est YouTube, mais évidemment, au quotidien, c'est Facebook. Et parce qu'en fait, le nombre moyen d'amis par utilisateur, c'est 338 quand même. Oui, quand même. Sur Twitter, le compte le plus suivi dans le monde, c'est celui de Katy Perry avec 66 millions d'abonnés, suivi de Justin Bieber avec 60,9 millions et Barack Obama qui en a 55,7 millions. Quand même. Sur YouTube, chaque mois, il y a environ 6 milliards de vidéos qui sont visionnées. Immense. La première vidéo a été publiée sur YouTube. Ça a été Me at the Zoo en 2005 et elle dure 18 secondes. Un très bon souvenir. Les premières vidéos virales l'ont été avant même l'arrivée de YouTube, puisqu'elles étaient envoyées par courriel. Évidemment. Et chaque minute, les utilisateurs de YouTube téléversent 72 heures de contenu sur la plateforme. Et c'est 2,5 millions de contenus partagés sur Facebook. Quand même, 216 nouvelles photos sur Instagram chaque minute. Enfin, Twitter, 277 000 tweets à la seconde. On partage énormément de contenu, c'est confirmé. Et c'est ce qui complète cette dernière émission. C'était une belle expérience. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Mais merci à toi, Volodya. Merci aux téléspectateurs aussi d'avoir été des nôtres. On espère que vous ayez appris autant de choses passionnantes que nous. D'ailleurs, si la vie numérique à Québec vous intéresse, consultez québecnumérique.com. Et là-dessus, nous vous disons au revoir. Au revoir, merci.